Chers fans de foot, chers téléspectatrices et téléspectateurs, bienvenue au Clubhouse de la rentrée. Après des vacances bien méritées, nous revenons en force pour vous proposer nos analyses et nos débats. Et il y en a des choses à dire avec cet été entre le changement de sélectionneur à la tête de l'équipe nationale, l'aventure européenne du FC Differdange, les filles du Racing également en Women's Champions League, de premiers enseignements à l'issue de 4 journées de BGL League. L'été a été chaud, alors profitons encore un peu du soleil avant le retour de la pluie. Et il y en a un qui met du soleil dans nos cœurs, c'est le journaliste Boris Saint-Jalm. Bonsoir Boris. Quelle intro incroyable, salut Marco, franchement très très content là, c'est vrai que tu l'as dit, on a pris quelques semaines de repos mais on a quand même continué à suivre en filigrane le foot luxembourgeois et puis là on est de retour pour parler de tout ce beau programme que tu nous as présenté. Et oui, et puis de l'autre côté, il est bronzé, il sent bon le sable chaud, c'est le directeur de Mental, Simon Béot. Bonsoir Simon. Bonsoir. Comment vas-tu? Bonsoir Marco, ça va. Le sable, la mer. Ça me manque déjà. Vivement l'année prochaine. Mais content de retrouver le plateau du Clubhouse. Ouais, content de retrouver le plateau du Clubhouse. Effectivement, on a plein de choses grosse actualité tout l'été. On devrait ne pas avoir de vacances. Évidemment, on en a, je tiens à rassurer tout le monde chez Mental. Mais hâte d'en parler. Et hâte d'en parler avec également notre invité qui va pouvoir nous éclairer sur le début de saison et notamment la préparation physique. Il est kinésithérapeute expert du sport. Il a joué, d'après mes informations, pour Clouange, pour Chifflange. Il est désormais physio au F91 du Lange, actuel leader du championnat. C'est Valentin Bove, mesdames et messieurs. Bienvenue Valentin. Bonjour, merci à tous. Merci pour l'invitation et pour la présentation. C'était top. Ça va, je me suis pas trompé. Très bien, c'est très bien comme ça. Bon, il est au taquet, on est au taquet comme le F91 que nous allons aborder puisque au sommaire, nous reviendrons sur ce perfect de Dudelange avec 4 victoires en 4 matchs, le parcours en dents de scie, mais l'espoir qui repose sur les épaules de Differdange pour une place en phase de ligue de l'UEFA Conférence, la liste de Jeff Strasser qui va venir jeudi, les News Express, des punchlines, des cartons, c'est tout ça, le Clubhouse de dribble. Et on commence par la 4e journée de BGL League avec les résultats. 7 matchs au programme puisque nous y reviendrons. Le match entre Differdange et Redange a été reporté. L'US Ostert s'est imposé face à la jeunesse Kanesh 2-1. Le Progrès Niederkorn s'est incliné face au Victoria Rosport, l'une des surprises de ce début de saison 0-1. Le Swift Espérange, là aussi une surprise, on pourrait y revenir, s'est abattu 3-0 sur sa pelouse l'UN Kerjeng. Mamers s'est incliné face à Dudelange 1-2. La Tertebisen s'est incliné 0-2 face à l'US Mondorf pour leur 2e victoire. Le Racing n'y arrive toujours pas. Match nul contre la jeunesse Esch, 1 but partout. Enfin, Strassen a enclenché la 2e en vainquant l'Union Titus Pétange 3-0, ce qui nous donne au classement le F91 du Lange, seul leader avec 12 points sur 12 possibles, devant le Victoria Rosport et le Swift Espérange, 2 équipes, voire 3 équipes que nous voyons pas à ce stade, en tout cas au début de la compétition. En bas de classement, le Racing et l'Union Titus Pétange sont barragistes avec 2 points et la Tertebisen et l'UN Kerjeng ferment la marche avec seulement 1 point. À noter que Differdange n'a joué qu'un seul match sur les 4 rencontres possibles. On va pas s'attarder sur ce classement parce que tirer des enseignements après 4 journées seulement et des matchs qui ont été reportés, mais il y a des petites surprises quand même. Ouais, c'est vrai que même si c'est que le début de saison, qu'il faut le temps que tout se mette en place, c'est vrai que la photographie à la J4, on n'aurait peut-être pas parié dessus, alors que Dudelange soit encore en haut, on a plutôt l'habitude sur les dernières saisons, mais c'est vrai que Rosport, le Swift, même Ostert aussi, qui est sur une bonne dynamique sur le début de saison, donc c'est vrai que tu as des équipes qui sont en haut, qui n'étaient pas forcément attendues, et puis tu as des équipes qui ont lâché quelques points, qui n'étaient pas forcément attendues, le Racing qui est toujours qu'à 2 points, donc c'est vrai que le début de saison est serré, les équipes de bas de tableau arrivent à nous surprendre, donc non, c'est très intéressant à suivre. C'est difficile de tirer des conclusions après 4 journées, il faut pas en tirer. Mais par contre, j'ai la sensation que cette année, on va avoir un championnat très très disputé, où tout le monde peut embêter tout le monde. J'ai plus que les autres années, j'ai vraiment cette impression. Ouais, et puis Dudelange qui nous surprend toujours. Voilà, alors tu disais que Dudelange, finalement, on a l'habitude, on s'y attendait. Bon, peut-être pas trop, puisque on a quand même dit sur ce plateau qu'on avait de gros doutes sur Dudelange. Surtout Boris, absolument. Je suis l'ennemi public numéro 1. On l'a 4 victoires, 4 matchs. Est-ce qu'on a enterré le F91 un peu trop vite? Avant de vous donner la parole, messieurs, je vais donner le micro à celui qui fait partie du staff de Dudelange. Est-ce que pour l'instant ces résultats sont en trompe-l'œil parce que vous avez affronté
des équipes davantage qui sont censées jouer le maintien. Est-ce que Dudelange est en train de créer la surprise, avec un bon recrutement notamment ? Je pense pas que ce soit une surprise, une énorme surprise. Alors oui, on est content d'avoir fait 4 sur 4 et d'avoir récupéré ces 12 points. Comme l'a dit Simon tout à l'heure, c'est 3 premiers aussi. Donc il ne faut pas qu'on s'enflamme. Mais il faut prendre, faut prendre, il faut les chercher. Oui, il faut les chercher, mais la saison est longue, donc on verra comment ça se passe par la suite. Après cette année, on n'a pas forcément d'objectifs définis. On est plus sur une année de transition. On n'est pas là à dire qu'on va être champion, on n'est pas là à dire qu'on veut absolument être européen, mais on n'est pas là à dire qu'on va l'être. D'accord. Donc oui, c'est un bon début, mais je pense que ça cache beaucoup de travail de préparation derrière tout ça. Justement, passe décisive, merci Valentin. Cette équipe de Dudelange, elle a repris ses entraînements dès la mi-juin, puisque vous avez disputé 2 matchs de Conference League le 10 et le 17 juillet, si je ne m'abuse. Justement, comment est-ce qu'on aborde, tu parlais tout à l'heure Simon de la préparation, comment est-ce qu'on aborde une préparation estivale aussitôt, notamment avec les grosses chaleurs qu'on a eues pendant le mois de juillet? Alors cette année c'était assez compliqué déjà parce qu'on a eu la finale de la Coupe. Donc on a joué vraiment la saison jusqu'au bout. Oui, dernier match possible. La plupart des joueurs qui sont restés ont donc eu une dizaine de jours de repos. C'est peu. Ce qui est très très peu. Même pour faire le vide mentalement et récupérer physiquement. Donc nous on a repris le 9. Et la finale était le 31 mai, ça je crois, c'est ça ? Le 29 mai. 28-29 mai. Donc ça fait un timing très short. Et tout de suite, quand on doit remettre les crampons pour un mois après retrouver les phases européennes. Donc c'est très serré. C'est très serré. Il ne faut pas se tromper au niveau de la préparation parce que ça peut nous gâcher les phases européennes, mais surtout le début de saison du championnat. Et donc, oui, c'est un travail d'organisation et tout est rythmé. On a eu ce sujet de discussion de timing, de préparation, oui, de fin de championnat, de reprise de la Coupe d'Europe. Je crois que lors de la dernière émission en juillet, le fait d'avoir une grande trêve hivernale, parce qu'on finit autour du 10 décembre et on reprend pareil le 10 février, donc on a 2 mois. Ça joue à la fin quand effectivement il y a moins de jours que prévu, ou ça n'a aucune importance quand on arrive à la fin de saison? Alors ça joue. Après, je pense qu'on aimerait tous, enfin pas les joueurs peut-être, mais avoir un peu moins en décembre. Oui. Et un peu plus en fin de saison. Mais encore une fois, ça dépend quelle équipe, parce que les équipes qui n'ont pas eu de parcours en Coupe du Luxembourg et qui n'ont pas de parcours en Coupe d'Europe, ils ont un peu plus de temps de repos. Ouais. C'est vrai que pour les clubs de tête, c'est assez serré. En décembre aussi, c'est compliqué parce que beaucoup de temps de repos comme ça, pour revenir après à l'entraînement et refaire une petite préparation avant le début de la deuxième phase de championnat, généralement, ça peut poser quelques soucis. Ouais. Il y a d'autres. Oui, vas-y. Du coup, quand tu bosses la préparation justement, pour arriver, ça veut dire que vous mettez la priorité sur être prêt pour le début du championnat ou pour la Coupe d'Europe. Alors, on peut pas faire les deux. Non, tu peux pas être prêt au bout de 3 semaines, 4 semaines. Il y a quelque chose qui est entre guillemets un peu sacrifié. Il y aura toujours des sacrifices. Là, je pense que pour le Luxembourg, tout ce qui est épopée européenne, c'est quelque chose d'exceptionnel et vraiment bien. Mais donc de secondaire? Non. Ok. De prioritaire. Donc là, par exemple, on va prioriser les qualifications européennes et puis tout en gérant le mieux possible et en sacrifiant le moins possible pour le début du championnat. Alors comment ça se passe quand là vous êtes éliminé dès le premier tour face aux Andorrans d'Escaldès, c'est que vous avez presque 1 mois sans match officiel entre la fin de l'aventure européenne et le début du championnat? Alors déjà, il faut réunir tout le groupe, essayer de rebooster un peu tout ce qui est mental, esprit d'équipe, remotiver les joueurs, et puis on se remet au boulot comme après la finale de coupe. C'est-à-dire qu'on va diviser ça en plusieurs phases. On va d'abord faire du reconditionnement général, on va dire, où on va travailler tout ce qui est endurance, aérobie, travail de fond surtout, où on va essayer de renforcer, avoir plus de force, avoir plus de puissance, avoir plus d'endurance. Puis après, plus spécifique. Plus on avance vers le début du championnat, plus on devient spécifique par rapport aux matchs, aux compétitions.
Et là, on va travailler plus ce qui est puissance anaérobie, beaucoup de vitesse, de travail intermittent, de sprint, d'efforts répétés. Et puis, à travers tout ça, il faut quand même faire attention à tout ce qui est récupération, avoir une bonne gestion, une bonne planification des entraînements. Il y a deux concepts qui sont super importants, c'est le concept de surcompensation et le concept de surentraînement. Le concept de surcompensation, c'est le fait d'aller au-delà des limites du corps pour un entraînement par rapport aux charges et à l'intensité de travail, pour que lors de la phase de récupération, une fois que cette phase de récupération est finie, de repos, on arrive à un seuil qui est au-delà de la capacité du premier entraînement. Et si jamais on met trop de charges et trop d'intensité avec une énorme fréquence d'entraînement, on arrive dans le surentraînement, où là, on diminue les performances des joueurs. Donc le principe, c'est d'essayer d'augmenter le potentiel athlétique du joueur en jouant avec les limites sans jamais les dépasser. Il faut des fois, de temps en temps, aller titiller la limite pour que le corps ait une réaction où il va produire plus, il va donner plus d'énergie, il va produire plus de fibres pour avoir un pic de performance qui ne cesse d'augmenter. Après, il y a toujours un plafond de verre. Il faut calculer le timing pour que ça arrive au début du championnat et ne pas utiliser trop d'énergie pour pas que ça s'essouffle, surtout. Et justement, sur une élimination précoce comme vous avez eu cette saison en Coupe d'Europe, est-ce que toi, ça modifie complètement ton planning de préparation ou tu es quand même dans une sorte de continuité et ça change pas grand-chose? Il y a toujours une sorte de continuité, mais c'est au jour le jour. Parce que si on avait été qualifié, on aurait fait une toute autre préparation pour le début du championnat avec le timing qu'on aurait eu que la préparation qu'on a eue. Là, on a eu le temps d'un peu plus se poser, de remettre les bases et surtout travailler tout ce qui est prévention des blessures, parce qu'on n'a pas non plus le groupe le plus étoffé de la BGL League. Vous avez repris la saison le 10 juin pour jouer 4 semaines plus tard le premier tour de Coupe d'Europe. C'est ça. C'est assez pour être vraiment prêt, pour prétendre performer et passer le premier tour? Non. C'est quoi le nombre de semaines idéal qu'il vous faudrait? Au moins 6-7, je dirais. Enfin, je ne suis pas préparateur physique, mais... En fonction des équipes et des groupes, ça change à chaque fois. Et en fonction des profils des joueurs, ça change aussi. Et de la façon de travailler de chaque coach et de préparateur physique. Mais je pense qu'une moyenne de 6 à 8 semaines de préparation... 6 à 8 semaines 6 à 8 semaines de préparation. C'était tout l'enjeu aussi de la fin de saison, parce qu'on savait que si on se qualifiait pour la deuxième place du championnat, on était qualifié au deuxième tour directement et on avait 2 semaines en plus de préparation. Donc cette place nous a échappé en finale de coupe, mais aussi au championnat. Et donc du coup ça a modifié. Mais même pour sortir du cas particulier du Lange, ça reste problématique que nos 4 clubs se battent toute la saison pour avoir un strapontin pour un sésame pour les places européennes, et puis se rendre compte que finalement il n'y a plus que 4 voire 5 semaines, et que quoi qu'il arrive, on n'est pas prêt pour affronter les premiers tours de Coupe d'Europe quand c'est un objectif prioritaire. C'est un sentiment général qu'on a où on fait avec ce qu'on nous donne et on essaye de faire au mieux, on n'abandonnera jamais l'équipe, mais on manque un petit peu de moyens, que ce soit temporel ou autre, pour faire au mieux et pour aller jouer un petit peu avec ces phases européennes. Et puis donc tout dépend également des moyens humains, avec le paramètre un peu hasardeux du mercato. Vous avez perdu 6 joueurs titulaires dans votre effectif. C'est difficile pour un préparateur physique, pour un physio, de travailler avec des joueurs qui viennent d'arriver et donc qui ont beaucoup moins de temps de préparation? Énormément. C'est un paramètre à prendre en compte. Déjà on doit faire énormément de bilans. On ne sait vraiment pas s'il y a eu des blessures avant, s'il y a des choses qui sont cachées ou pas. C'est dans le monde du football, il y en a beaucoup, énormément de ça. Donc on doit faire énormément de bilans musculaires, de bilans athlétiques pour voir où le joueur en est. Et en fonction de ça, on doit mettre en œuvre la préparation, qui des fois peut être individuelle pour le joueur qui arrive et qui n'a pas eu de préparation avant du Lange. Et des fois, on arrive à l'intégrer assez rapidement avec le groupe. Et dernière question au kiné, au spécialiste médical de Dudelange. Pour vous, un match réussi, c'est quand les joueurs ramènent la victoire, c'est quand il n'y a pas de blessés, ou c'est quand vous regardez les chiffres sur les kilomètres parcourus, par exemple? Je dirais que c'est un mélange d'un peu de tout. On
on est avant tout compétiteur, donc un match réussi, c'est une victoire, c'est 3 points. Et on se met vite au boulot par la suite pour rapporter une autre fois 3 points la semaine suivante. On est toujours content quand il n'y a pas beaucoup de blessés, voire aucun. Après, il y a 2 types de blessures. Il y a les blessures qu'on peut éviter avec la prévention de blessures lors de la préparation ou toute la semaine à l'entraînement. Il y a les blessures extrinsèques, c'est les blessures si un joueur se prend un tacle ou retombe mal ou quelque chose. Là, on doit faire avec. Et on peut pas forcément les éviter. Donc, je dirais qu'un match réussi, c'est 3 points. Pas de grosses blessures qui nous handicapent pour le week-end d'après. Et voilà. Bon, ça a été l'un des problèmes principaux de la campagne européenne du FC Differdange, les blessures avec une infirmerie qui ne s'est pas désemplie, qui commence seulement à se vider avec le retour. On l'a vu lors du dernier match contre le Drita, le retour de Ludovic Roche, l'entrée en jeu de Edgar Pacheco qu'on attendait depuis longtemps. Le FC Differdange qui n'aura pas Boris Mfumu pour ce match retour puisqu'il s'est fait expulser en fin de match. Alors vient le temps du débat. Le club qui a passé 2 tours en Conference League, donc le FCD 03, ils se sont défaits de The New Saints, les Gallois, du Levadia Tallinn. Pour y parvenir, Differdange a opté pour un report de ses matchs en BGL League, en accord avec la FLF et avec ses adversaires à chaque fois. Si bien que les hommes de Pedro Silva n'ont pas évolué en championnat depuis le 4 août et leur victoire contre Bison, lors de la première journée. Les rencontres face à Mamers, face au Racing et face à Rodange ont été reportées à une date qui reste à fixer. Alors messieurs, je vous pose la question du jour. Est-ce que reporter les matchs de BGL, c'est le meilleur moyen de performer en UEFA ? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que tout doit être fait pour favoriser la qualification du FC Differdange en phase de poule. Je pense que Valentin peut confirmer que c'est mieux de jouer, surtout à cette période, un match par semaine plutôt que 2 avec les voyages incessants. En plus, c'est pas l'Europe proche qui a été que le club de Differdange a rencontré. Ouais, voilà. Donc, qu'est-ce que t'en dis toi justement par rapport à ça ? Je confirme. Ouais, voilà. C'est bien ça. Il faut se dire que plus ils auront de temps de repos entre les différents voyages et les différentes prestations en dehors de l'Europe ou même à domicile, mieux ce sera pour le groupe de joueurs. Donc pour la performance en UEFA, le mieux c'est de reporter ces matchs-là. Voilà, puis on a du temps comme on en a parlé tout à l'heure. Il y a janvier, février, décembre. Après, on jouera à Noël au stade. Moi, ça va être bien. Pour faire la transition là-dessus, je pense que pour aller dans le sens de Simon, c'est vrai que, et même de Valentin aussi, c'est que il n'y a aucun club de BGL actuellement qui a un effectif pour jouer tous les 3 jours. Même Differdange qui est... Mais ils vont forcément devoir le faire en reportant les matchs là. Oui, ils vont devoir le faire, donc en fait ils repoussent le problème. Après, forcément, une qualification en phase de ligue européenne, tu débloques des subsides, tu as plus d'argent, tu peux recruter. On voit que déjà, même quand ils commencent à passer des tours, là, ils recrutent petit à petit. Tout à fait. Ils intègrent des joueurs en plus dans l'effectif. Là, on a eu 3-4 nouvelles recrues. Ouais, c'est ça. Ces 2 dernières semaines. Un latéral, un attaquant qui arrive. Et puis juste sur la remarque de Marco, pardon, je te coupe, mais l'état physique ne sera pas le même septembre, octobre, novembre pendant les phases de poule que là, juillet, août, où ça a repris pied au plancher. C'est vrai. Après, moi là où t'es pas prêt, quoi. Je pense. Je suis plus nuancé et où je pense qu'il y a une meilleure solution, c'est en fait juste la réorganisation du calendrier. C'est-à-dire que si, là, avec la situation qu'on a actuellement, oui, peut-être que reporter les matchs, c'est la meilleure solution, mais si on veut vraiment que les clubs luxembourgeois performent sur la durée, les plus performants, voilà, c'est ça, ceux qui sont la figure, l'image de la BGL League, ceux qui jouent la Coupe d'Europe tous les ans, ils soient performants, et il faut faire en sorte de les mettre dans les meilleures conditions possibles pour performer. Oui, on avait déjà parlé. Faudrait finir 2 semaines plus tôt. On va pas refaire le débat du mois dernier. Pour moi, c'est ça. Si je puis me permettre, voilà. En l'état actuel du calendrier, et les choses ne vont pas changer tout de suite, est-ce que c'est le meilleur moyen pour performer ? Pour donner une petite, un peu d'eau dans votre vin, on a quand même Rémi Manso sur ce plateau, le directeur sportif de Differdange, qui nous avait dit que pour être compétitif, faut jouer des matchs. Donc ça vient aussi, à un moment, si on reporte les matchs qu'on peut jouer, c'est d'ailleurs à ça, et Valentin, tu m'arrêtes si je me trompe, c'est à ça que servent les matchs dits de préparation avant la reprise. Oui, c'est vraiment à ça que ça sert. Il y a une des choses qui est importante, c'est que le coach mette en place son idée de jeu, mais il y a tout l'aspect physique derrière, pour les joueurs, de reprendre du rythme,
et de préparer le corps aux matchs compétitifs qui sont toujours un cran au-dessus et demandeurs au niveau énergétique et physique. La seule chose, c'est que plus on va reporter les matchs au fur et à mesure de l'année, plus ça va handicaper l'équipe de Differdange qui va courir après les autres équipes aussi qui vont devoir aussi avoir d'autres matchs dans la semaine. Donc il faut réfléchir à ça. Je pense que le but premier est quand même de mettre en avant ce que Differdange est en train de faire cette année et il faut les aider. Bon, on a bien compris que la Conference League, en tout cas les aventures européennes, étaient prioritaires. J'avais peut-être une dernière question pour clore le débat. Étant donné, justement, tu l'as souligné, qu'il y a eu des nouvelles recrues, parce que forcément, on passe des tours, donc on veut étoffer l'effectif, comme Valentin le disait. Est-ce que ces matchs contre Rodange, contre Mamers, contre le Racing, aurait pas pu permettre, par exemple, à un Ronaldo Camara de faire ses armes, à Manuel Namora. Qui vient d'arriver, Tony José. Ouais. C'est une question. Je vois où tu veux en venir et je peux comprendre, mais en fait le truc c'est qu'il faut quand même se dire que Differdange, alors là c'est un peu moins le cas, c'est la période de mercato, on sait qu'il y en a qui viennent, il y en a qui repartent aussi parfois rapidement à Differdange, mais Differdange la saison passée et même cette saison a pas un effectif pléthorique et pour moi le fait rien que là ils sont rentrés en Estonie quand ils ont joué contre Tallinn, ils sont rentrés vendredi soir, donc tu rentres vendredi soir. Tu peux rejouer que lundi. Pour jouer dimanche. Pour rejouer le jeudi d'après. Et tu vois, on a beaucoup parlé de l'aspect physique, mais il y a aussi l'aspect mental. Ouais, peu importe le nombre de joueurs que tu utilises, qu'on en ait 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tu coupes jamais en fait. Mais surtout, c'est pas ça, c'est que tu sais que l'objectif de la part du club et même du pays est de placer un club en phase de groupe de Conference League. Tu joues en Coupe d'Europe le jeudi avec toute l'émotion que tu as accumulée, surtout pour le match retour du dernier tour, où c'était très fort. Tu te vois rejouer, que ça soit Rodange, le Swift Differdange, et avoir tout ton esprit concentré sur le match, en voulant éviter les blessures, parce que tu veux jouer le tour d'après. C'est peut-être le match, pour certains, c'est le match de leur carrière, le barrage de match retour. Ah oui, ça me semble... Et en admettant qu'il y ait une qualification... lorsqu'on sera en phase de ligue, ça sera encore plus beau, plus. On voudra plus éviter la blessure. C'est vraiment une caractéristique à prendre en compte. On l'oublie souvent, mais la fatigue mentale, la charge mentale peut amener à de nombreuses blessures ou de baisse de performance. Et ça, il faut le prendre en compte. Il y en a un qui va le prendre en compte, c'est Jeff Strasser, le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale. Quelle transition incroyable. J-2 avant la première liste du nouveau sélectionneur, après l'éviction, démission, chacun fera son choix, de Luc Holtz. Jeff Strasser a été intronisé mercredi dernier à la tête des Route Leven. Alors, question ouverte à chacun des intervenants sur le plateau, à une semaine des rencontres de qualification pour le Mondial 2026, contre la Slovaquie, jeudi 4 septembre, et contre l'Irlande du Nord, le lundi 7 septembre, ce sera au stade de Luxembourg. Qu'attendez-vous, messieurs, du nouveau sélectionneur ? Moi, j'attends... C'est plus des curiosités que je vais avoir sur peut-être les noms qui vont être cochés sur la liste, parce que je pense qu'il sera quand même, dans un premier temps, de par l'urgence de la situation et de sa nomination, dans une certaine continuité, tu vois. C'est-à-dire que il va avoir beaucoup de joueurs pour la première fois. Alors, l'avantage, c'est qu'aussi, il connaît bien, je pense, la plupart des joueurs, mais il va les avoir sous ses ordres pour la plupart pour la première fois. Moi, c'est plus des curiosités que je vais avoir sur la liste. Déjà, la plus grosse interrogation qu'on a, c'est sur le gardien, Anthony Maurice. Est-ce qu'il sera dans la liste ? Est-ce qu'il va mettre en pause, voire prendre sa retraite internationale ? Comme il se murmure, en effet. Voilà. Est-ce que les joueurs de BGL League aussi pourraient peut-être faire un petit peu leur retour ? Là, on a quand même 2-3 joueurs qui sont pour moi sélectionnables. Olitil, Danzico, c'est des joueurs qui peuvent rentrer, qui sont dans le groupe élargi. Donc, est-ce qu'ils vont être appelés ? Maggio aussi, pour être sûr qu'ils prennent bien la nationalité. Donc voilà, c'est plus des petites curiosités que j'ai sur la liste, parce que je pense qu'en termes de fond de jeu, c'est peut-être encore un peu tôt pour voir des grands changements. On peut pas attendre après juste un rassemblement qu'on ait une patte Strasser. Par contre, je pense ce qu'on peut voir, c'est un état d'esprit qui est propre au sélectionneur, à la grinta, à l'envie qu'il pouvait mettre déjà sur le banc, même si je pense qu'il va falloir que ça soit un petit peu plus... un peu. Voilà. Non, t'as raison, Boris. C'est d'état d'esprit, c'est des bons choix dans la sélection, même si je pense qu'il y a certains, vous avez parlé du gardien, c'est pas dans les... C'est pas de sa responsabilité. De Jeff, voilà, c'est ça va être le choix d'Anthony Maurice.
Peut-être est-ce qu'il va regarder un petit peu plus dans les rangs des clubs de BGA League. Ça, c'est quelque chose qu'on peut attendre aussi, qu'on peut espérer. Parce que ça fait plusieurs années qu'il est sur place et qu'il rencontre les gens. On pense à Olivetti notamment, même si... Olivetti, Kevin Danzico que tu as cité. Pourquoi pas Omar Natami, qui a coaché il y a pendant 2 ans. Loin, mais... Et puis aussi, autre chose qui avait été l'un des combats et l'un des filigranes du contrat du mandat, merci, de Lucol, c'est quelle place pour les jeunes. C'est-à-dire, Maggio, évidemment, il est jeune, mais évidemment, il sera appelé et il est même amené à jouer puisque il est déjà titulaire en Ligue 1. Mais des joueurs comme Pina Duarte, il y a beaucoup de jeunes sur lesquels Lucol les mettait directement dans le grand bain, qui passaient pas forcément par les espoirs. Est-ce que Jeff Strasser va être dans une sorte de continuité ? Il avait été resté un peu flou lors de son intronisation en expliquant que ce serait du cas par cas. Moi, j'ai aussi envie de voir un petit peu, est-ce qu'on va rester sur un effectif assez jeune ou est-ce qu'il va peut-être... Il y a Dardari aussi qui revient bien. Dardari qui a signé son premier contrat professionnel. Donc voilà, est-ce qu'il va être sur cette continuité-là ou est-ce qu'il va peut-être vouloir prendre des joueurs peut-être un peu plus expérimentés ? C'est des choix qu'on va observer avec intérêt. Après, on peut aussi attendre des bons résultats tout de suite. On n'est pas... Oui, c'est pas interdit. Tu commences pas par l'Allemagne. On reste sur 12 derniers mois quand même plutôt compliqué sur le terrain, en dehors, plus que compliqué en dehors. On peut espérer avec un bon état d'esprit, avec un bon groupe, qu'il y a un renouveau, qu'il y a un élan. Déjà, si on peut mettre de côté toutes ces affaires et juste commencer à gagner un petit peu des matchs, je pense que le Grand-Duché, c'est aussi après, les supporters. Après, les matchs seront tous très difficiles, mais comme chaque année... Pour notre sélection. Valentin, un avis sur ce nouveau sélectionneur ? Est-ce que tu attends de lui ? Tu le connais, tu l'as vu On s'est rencontrés souvent sur le terrain lors des matchs contre Dudelange et Niederkorn. Je pense que c'est un entraîneur qui a énormément d'énergie, donc il va insuffler sa passion pour le foot et ce qu'il a fait dans le foot. Et je pense que ça peut comme a dit Simon, donner une vague de renouveau, amener un peu de fraîcheur et des joueurs peut-être motivés qui ont envie de montrer un peu plus, de se montrer eux-mêmes. Je pense que ça peut être que du positif. Très bien, la fraîcheur, voir si vous êtes motivés, mais c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. C'est l'heure du News Express. Alors, je vous donne quelques petites infos, vous me dites si on les retient, si ça vous intéresse, si ça vous interpelle. En commençant, on va rester sur la FLF, puisque la FLF a décidé qu'il n'y aurait pas de point presse avant les 2 premières rencontres des qualifiers pour le mondial. C'est une décision qui a été prise dimanche. On en pense quoi ? On en pense que c'est peut-être un peu dommage, alors dans le sens où la nomination de Jeff Strasser marquait une certaine rupture avec le passé. C'est dommage du coup de peut-être faire un petit pas en arrière par rapport à ça. Ça aurait été l'occasion aussi de peut-être se réouvrir aussi un petit peu aux médias après l'épisode qui s'est passé en juin dernier et de dire on fait amende honorable, on a compris et voilà. C'est peut-être reporté à plus tard. Peut-être c'est reporté à plus tard. Peut-être. C'est pour ça que je veux pas trop non plus être polémiqué. Voilà, on verra par la suite, mais en tout cas c'est un petit peu dommage pour les débuts, que ce soit pas remis en place, moi je trouve. Place au jeu, au terrain, avec les filles du Racing qui jouent gros demain contre Ferencváros en Women's Champions League. Elles vont peut-être, en cas de victoire, et voire même en cas de défaite et victoire au 2e match, passer en phase de groupe. On y croit ? Ah oui, on y croit, franchement, à 100%. Après ce qu'elles ont fait dans la première phase, il n'y a aucune raison de nourrir des complexes. Évidemment, plus t'avances, plus ça devient plus c'est compliqué, mais il faut y aller à fond. Il faut calculer. Encore que, en plus, moi je pense que l'AEK Athènes c'était vraiment la montagne du premier tour qu'elles ont réussi à passer. Ferencváros, ça reste aussi costaud, mais je suis pas persuadé que ce soit bien plus fort que l'AEK Athènes. Je pense qu'elles ont vraiment un coup à jouer, elles ont un effectif qui est vraiment pléthorique. Elles doivent y croire, il faut qu'elles y croient, parce que même en cas de défaite, il faudra rester concentré pour le match d'après, parce qu'il y aura l'Europe, quoi qu'il arrive, au bout à jouer. Donc, pour la première année de l'histoire, il y aura une Europa League féminine. Ouais, c'est ça. Juste, pouvez me réexpliquer, les gars, pour moi et pour le public. Donc, il y a 2 matchs. C'est une poule de 4. Sans être une poule de 4. C'est ça, c'est un Final Four. C'est un Final Four. Voilà, donc il faut gagner les 2 matchs. Et après, si tu gagnes les 2 matchs, tu as encore un dernier tour de barrage aller-retour pour participer au pool. La première place, c'est Champions League direct. C'est barrage.
Justement, c'était premier, il y a encore un dernier tour. Le parcours du combattant. Ça n'en finit jamais. Mais effectivement, mais même en cas de défaite, si elle gagne le match pour la 3e place, elle pourrait jouer. Alors c'est pas Ligue Europa que ça s'appelle, mais c'est l'équivalent. La 2e Coupe d'Europe. Voilà, c'est ça. Donc, ce qui serait déjà exceptionnel. Ce serait génial. Donc, et on salue cette initiative de l'UEFA d'ailleurs, d'avoir fait une 2e compétition. Et ce serait en phase de poule aussi, comme. Je crois pas que ce soit des phases de poule. Il me semble que c'est pour le coup après c'est 8e, quart, 16e. C'est en cours de gestation. Même les dirigeants du Racing ne sont pas plus avancés. Quelqu'un qui est bien avancé, c'est Diogo Fernandes, le jeune joueur de l'US Stert, a été retenu dans l'équipe type du week-end des Français à l'étranger par nos confrères de l'équipe. Une info sympa, non ? C'est chouette. C'est toujours à retenir, ça c'est sympa. Quoi. Ça veut dire qu'on nous regarde. Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est vrai. Hein, c'est vrai. Ça veut dire qu'on nous regarde, donc on prend évidemment. Ouais. Puis Diogo Fernandes, il peut prendre la petite photo à côté d'Mbappé. Oui, il était aux côtés de Kylian Mbappé, effectivement. C'est cool. C'est génial. On le salue, Diogo Fernandes. Et on salue l'équipe. Ouais, aussi. Nos confrères de l'équipe qui parle, et bien sûr, d'un autre joueur qui n'évolue pas au Luxembourg mais qui a la nationalité luxembourgeoise, c'est Bryan Maggio. Bryan Maggio, à 16 ans, il a été titulaire lors de ses 2 premières rencontres et les 2 premières rencontres du FC Metz en Ligue 1 cette saison. La première contre Strasbourg et la deuxième contre l'Olympique Lyonnais. Alors, Maggio titulaire en Ligue 1, est-ce que ça promet ou est-ce que ça sent mauvais pour le choix de sa nationalité sportive ? Je pense que non, je sais pas. C'est dur comme question, Marco. Déjà, je dois dire que j'étais au stade pour la première à domicile contre Strasbourg. Il l'a sorti à la 55e, le coach de Metz. J'ai trouvé que c'était dommage parce que je le trouvais pas inintéressant, loin de là. Et j'ai vu par bribes de match le second, je le trouve hyper intéressant. Donc déjà, la première chose, c'est que le mec, il a 16 ans et demi. Franchement. Pour moi, il a déjà le niveau pour jouer en Ligue 1. Tu vois, il fait pas tâche. Et puis, il joue contre des équipes aussi, il faut le dire. Strasbourg-Lyon, c'est au tableau. Non, ils avaient des bons défenseurs. Il les a vraiment embêtés. Donc, franchement, déjà, le mec est le jeune. C'est un ado, quoi. C'est fou. Il est vraiment bon et on peut vraiment espérer une progression, même rapide. C'est clair. Et ensuite, je sais pas, ça va dépendre on sait pas s'il a un choix de départ, en fait. Tu vois, s'il a 14-15 ans, il sait déjà qu'il veut jouer pour le Luxembourg, ce serait déjà un bon début qu'on ait ce genre qu'il ait cette pensée-là. Ouais. Ça voudrait dire qu'il faut que les autres viennent et le convainquent. Et alors effectivement, d'avoir une mise en lumière aussi vite, ça peut éveiller les autres nations qui sont le Cameroun et l'Angleterre, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et j'ai une question. Est-ce que le fait que le sélectionneur, ça soit Jeff Strasser qui a été au FC Metz, ça peut faire pencher la balance ? Ça peut jouer parce que c'est un mec qui a connu le monde professionnel. À mon avis, Jeff Strasser, il a le 0-3 du FC Metz, c'est la ligne fixe, donc comme ça, il fait toujours. FC Metz qui a relayé sa nomination. Non, c'est clair. C'est un mec. C'est toujours, on prend. C'est peut-être pas grand-chose, mais on prend. Non, mais voilà. Ça peut toujours aider en tout cas. Bien sûr, le fait de se dire que tu vas côtoyer aussi en sélection un mec qui a connu le haut niveau, qui peut aussi t'aider quand t'es jeune, c'est important. La sélection, lui, en l'état, quand il va être appelé, s'il est amené à jouer, sera probablement pour jouer titulaire ou en tout cas avoir beaucoup de temps de jeu. Donc, surtout avec l'éviction de Gerson Rodriguez, ça paraît exactement. Donc effectivement, c'est un des enjeux du début de mandat de Jeff. C'est sûr que dans le discours, s'il a besoin de le convaincre, on ne sait pas. Peut-être que c'est même pas un sujet. Sait qu'il a commencé. Je pense qu'il y a aussi le côté où il aura le temps de s'installer, de jouer, de progresser, sans lui promettre quoi que ce soit. Bien sûr, avec moins de pression aussi que dans des pays comme le Cameroun où le foot en Afrique c'est très très fort, avec une pression médiatique. Et puis très grosse pression médiatique. Mais c'est qu'il y a de la concurrence aussi. Et puis il y a plus de concurrence aussi, on va pas se mentir. Donc, c'est vrai qu'en même si ça ne doit pas lui faire peur, logiquement. Non, mais. Mais bon, on espère, on croise les doigts. On espère en tout cas. On croise les doigts. Il y en a qui croisent les doigts également. Ce sont les équipes de promotion d'honneur, puisque le championnat a repris. C'était la 2e journée ce dimanche. Elle avait débuté samedi avec la victoire de Vils face au Folaesch, les 2 relégués de BGL League. Chifflange n'a pas pu faire mieux que match nul 2-2 face à Belval-Belvaux. Le Mariska Mersch s'est imposé face à Bettembourg 1-0. La résidence Valferdange sur le même score 1-0 face à Feulen. L'Etzela Ettelbruck s'est incliné 0-2 face à l'US Rumlange. Le FC Köpschen s'est imposé 4-2 face à Lorenzweiler. Monderkange a battu Berbourg 2-1. Enfin, Luxembourg City s'est imposé sur la pelouse de la Licentia Steinsel
4 buts à 2, ce qui donne au classement pour l'instant Luxembourg City leader devant Rumelange et Monderkange, et en bas de tableau c'est Lorenzweiler qui ferme la marche. C'est difficile en ce moment et depuis 1 ou 2 saisons pour Chifflange, ça fait un peu mal au cœur, non ? Oui, c'est assez compliqué. L'année dernière, il y a 2 ans maintenant, on ne savait pas trop ce qu'on pouvait faire de mieux. Ouais. On n'avait pas les solutions, on n'avait pas les armes. Des fois, ça fonctionne pas. Ouais, ça fonctionnait pas. On avait l'impression qu'on avait tout ce qu'on pouvait avoir et ça les matchs étaient perdus quand même. On avait juste eu ce coup de boost en début de saison sur les 3 premiers matchs où on avait l'impression de voler sur l'eau et au final. Cette saison-là, elle était particulière. Je me rappelle avoir vu pas mal de matchs où, ça se jouait contre le cours du jeu, ça tournait jamais du bon côté. C'est vrai qu'il y avait un côté poissard. Et je pense que ça démontre toujours quelque chose. Il devait nous manquer quelque chose. Je pense beaucoup de professionnalisme, comme dans beaucoup de clubs au Luxembourg. Il y a du professionnalisme qui manque. On sait que la plupart des joueurs, et encore plus quand on va sur les clubs du bas de tableau ou de 2e division, les joueurs travaillent. Bien sûr. Faut pas l'oublier, les joueurs travaillent, ils reviennent du boulot, ils s'entraînent tous les jours pour la plupart, à part 1 ou 2 jours de repos, et enchaînent tous ces matchs-là. Donc, compliqué pour un physio, ça, de gérer ça aussi. C'est un enfer. C'est très compliqué parce que, par exemple, dans un club comme Dudelange, il y en a qui travaillent, mais il y en a qui travaillent pas. Donc, il faut gérer les deux et pouvoir satisfaire les corps et les métabolismes de chacun. Après, je suis aidé avec Mika, qui est préparateur physique de métier, et maintenant notre coach. Donc là-dessus, on est plutôt pas mal, nous. Bon, tu parlais d'équipes qui volaient sur l'eau. En tout cas, c'est le cas du F91 Dudelange, puisqu'on le rappelle, après 4 journées, c'est 4 victoires, carton plein pour le F91. On vous souhaite évidemment de poursuivre sur cette lancée, même si Differdange va bien finir par rattraper ses matchs en retard. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été présents sur le plateau du Clubhouse de Dribble. Ça a été un vrai plaisir de vous revoir et de renouer avec nos téléspectateurs. Boris, merci beaucoup. Ouais, toujours un plaisir. Le retour fait plaisir. Maintenant, on vous lâche plus là. Simon, encore merci de tes analyses. Mais avec plaisir, et puis espérons nous rediscuter de la qualif. Ce serait beau. Après le match de jeudi. Déjà après le match de demain pour les filles du Racing, c'est demain à 10h, c'est très tôt le matin. 10h, et donc jeudi soir contre le KF Drita pour Differdange. Et puis bien sûr un merci spécial à notre invité Valentin Bove, le kiné et physiothérapeute du F91. Merci beaucoup d'avoir honoré notre invitation. Merci à vous, ça fait plaisir. On espère te revoir bientôt avec un maillot de Dudelange, tu nous l'as promis. Même plusieurs si vous voulez. Très bien, quant à nous on se rejoint la semaine prochaine. Nous vous souhaitons une excellente soirée, une bonne semaine. Allez, ciao ciao. Ciao ciao, au revoir.